voilà, nos deux coprésidents qui seront là jusqu'au bout, qui pourront continuer d'accueillir vos questionnements, vos témoignages, ultérieurement à l'AMF, pour faire le lien aussi avec des services, pourquoi pas, dans le cadre de consultations ou de préavis. Nous avons deux avocats également. Pardonnez-moi, je vous mets en famille, tous les deux. Vous êtes collègues et sur des beaux sujets. Peut-être lever juste la main, messieurs Bluteau et Metz. Voilà, ils seront intervenants. Ils font des consultations gratuites. Ils font attention aussi à leurs tarifs. Ils sont familiers des collectivités locales. C'est des acteurs importants de votre sécurité. Je prends 3%. Monsieur le député Legac est ici également. Vous le découvrirez en cours de route. Et puis Madame Géguzeau, c'est cela? J'ai eu vos équipes et vous-même pour l'agence française anticorruption, l'AFA. Bonjour Monsieur Vigouroux. Asseyez-vous où vous le souhaitez et nous allons démarrer. Nous vous attendions. Et je me permets de lancer les débats. L'enregistrement est en cours, les portes restent ouvertes. Bienvenue à ce nouveau groupe et bonjour à toutes et à tous. Dans quelques instants, donc, ce forum va démarrer. Nous sommes ensemble sur 90 minutes. Dès que possible, nous procéderons à des interactions avec vous. On vous donnera la parole. Ce format le permet complètement. Vous avez vu que les orateurs sont assis parmi vous. Vous pouvez tout à fait les interpeller et vous lèverez la main et je vous donnerai un micro. On en a 4 au total. Il y en a un qui restera en permanence avec nos deux coprésidents. Je m'appelle Bruno Leprat, je suis journaliste. Pour Maire de France, j'écris pour ce journal, qui est la publication de l'AMF sur les problèmes de gouvernance, de gestion de crise, et un petit peu moins sur les questions juridiques. Donc je serais vraiment profane et très désireux d'apprendre. J'ai fait Sciences Po, mais j'étais nul en droit public et en droit administratif. Je vous propose, Madame Resgui, d'accueillir notre auditoire. Vous procéderez à une sorte de supervision des échanges avec Monsieur Masquelier. Dès que vous avez envie de relever un point avec ce micro, vous en aurez un pour tous les deux. Dès que vous avez envie de relever un point, de questionner à mes côtés, vous êtes dans votre pleine obligation, dirais-je même. Vous avez mis votre habit de lumière. C'est parti. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je suis très ravie de vous recevoir avec Frédéric pour ce forum consacré à un point extrêmement essentiel finalement dans notre mandat de maire, d'élu local, celui de la responsabilité pénale et financière. Et avant de laisser la parole aux différents intervenants qui vont enrichir ce débat, auquel j'espère que vous contribuerez également, je voudrais avoir quelques mots d'introduction. Comme vous le savez tous, donc on approche de la fin du mandat et je crois que le moins qu'on puisse dire, c'est que ce mandat aura été extrêmement intense, bousculé, chahuté par des événements que nous n'avions pas vus venir. Évidemment, la Covid, la guerre en Ukraine, ses conséquences sur les prix des matériaux, sur l'inflation, les violences urbaines pour beaucoup de maires des grandes métropoles, des villes des grandes métropoles. Bien évidemment aussi l'instabilité politique. Comment ne pas penser que l'instabilité politique gouvernementale n'a pas aussi des incidences sur nos gestions communales. Et étude après étude, il est confirmé que c'est bien le maire qui reste l'élu préféré des Français et celui en lequel ils placent davantage leur confiance. Et évidemment, cela nous donne une responsabilité supplémentaire qui est celle de ne pas les décevoir. Au moment où il y a la désaffection pour la vie politique, cette confiance nous oblige et nous force à une exemplarité accrue. Exemplarité qu'on assume évidemment, mais on doit aussi se mettre ce constat-là au regard de la dernière étude du CEVIPOF menée avec l'AMF et Sciences Po, qui confirme que 60% des maires souhaitent se représenter, mais qui derrière cela aussi montre la difficulté pour nos concitoyens de faire le pas pour la première fois pour devenir élu. Je crois qu'il est important qu'on ne se gargarise pas trop de ce chiffre des 60%, parce qu'il y en a 40% quand même qui disent non,
mais que ça ne masque pas la difficulté aussi qu'on peut rencontrer dans nos territoires à mobiliser des citoyens pour intégrer pour la première fois des équipes municipales. Et si cette difficulté s'accroît, c'est, je crois, d'abord parce que la charge, la responsabilité des élus constitue de plus en plus une appréhension très forte, parfois difficile à dépasser pour certains de nos concitoyens. Et cette appréhension, elle est le résultat, elle est justifiée par ce que l'actualité nous montre, et l'actualité judiciaire en particulier, cette mise en cause de plus en plus dure des élus dans l'exercice de leurs responsabilités, pour deux raisons essentiellement. D'abord, parce que l'inflation des normes a complexifié l'exercice de nos missions, de nos responsabilités, et nous oblige à être en permanence formés, à jour, et nous ne disposons pas toujours de ce temps-là, il faut le dire. Mais aussi parce que nous avons des transferts de compétences que nous n'avons d'ailleurs pas tous les jours sollicités. Je vais prendre l'exemple de la GEMAPI, qui est extrêmement complexe, lourde en conséquence, et qui en même temps expose nos collectivités. Il y a eu des jurisprudences, je vais laisser les interlocuteurs après moi les détailler, mais qui confirment bien tout cela. Et aujourd'hui, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, et c'est tout le sens du débat que nous allons avoir, que nous ouvrons à l'instant, c'est celui de la conciliation entre l'exemplarité, la probité, à laquelle évidemment nous sommes tous très attachés, et qui fait le cœur même de notre engagement citoyen, avec cette charge, cette responsabilité toujours plus forte. Comment aujourd'hui pouvons-nous mieux être accompagnés dans la complexité croissante de nos responsabilités, tout en à la fois continuant à exercer nos missions, ce beau mandat, avec la sérénité d'action qu'il exige. Donc c'est tout le cœur de ce débat, et je remercie les différents orateurs qui vont venir éclairer cette question. Vous me permettez une question politico-personnelle. Est-ce que vous réengagez dans le combat 2026, puisqu'on parle de crise de vocation? Est-ce que vous êtes vous-même sensible à ce point? Vous avez déjà fait des déclarations. Voilà, question toute simple. Je n'ai pas fait encore de déclaration de candidature. Aujourd'hui, ça reste à faire. Je ferai mes déclarations auprès de mes concitoyens. Bien sûr, il y a des priorités. Non, je voulais savoir s'il y avait quoi que ce soit de public. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui ne sont pas élues, qui regardent la chose publique avec intérêt, qui viennent assister dans le public du conseil municipal, qui suivent sur les réseaux sociaux nos actualités locales, ont de plus en plus de difficultés, si je compare à 2020 ou à 2014, à faire le pas pour s'engager à leur tour. Donc vous validez cette idée d'une crise des vocations oui, à fond. Ouais. Hein, d'accord. Frédéric Masquelier, sur ce point d'accueil ou les propos de votre coprésidente, de votre collègue. Bon, je ne vais pas faire une annonce de candidature parce que ça rentre dans les comptes de campagne, je crois. Donc c'est le thème du sujet. Ça y est, c'est fait. Ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de données factuelles qui sont, et c'est là où ce type d'échange avec des juristes et également les maires et les élus est intéressant. Quand on est à la tête d'une collectivité locale, il y a beaucoup de choses qui nous échappent en réalité. Et c'est vrai que par rapport aux devoirs et à l'exigence qui pèse sur les maires, en réalité, on s'aperçoit qu'on est souvent au début d'un cycle de décision. Suivant la taille de la ville, évidemment, tout ceci est très variable, et à la fin. Et on n'a pas forcément une vision, on n'a pas toujours les outils de pilotage, on n'a pas toujours les agents, on n'a pas toujours le personnel, on n'a pas toujours la capacité à suivre. Et on se retrouve, on a eu l'occasion d'en parler ce matin, parfois avec des choix entre la peste et le choléra, parce que les choses sont tellement avancées qu'on a des choix à faire, mais ce ne sont que des mauvais choix. Et puis on a également des chaînes de responsabilité qui sont un peu différentes de ce qu'on peut retrouver dans les entreprises, dans la mesure où c'est le maire qui absorbe les responsabilités. Il n'y a pas les mêmes mécanismes de délégation de pouvoir qui peuvent exister autre part. Et j'ai une petite anecdote amusante pour clore ce propos introductif. C'est
Je suppose que chacun d'entre vous a des parapheurs avec des bordereaux. Et sur les bordereaux, suivant la taille de la ville, vous avez le directeur, le DGA, le DGS, le directeur de cabinet, ainsi de suite, si la ville est importante. Et quand vous avez un courrier qui vous a mis sur votre bureau et que vous avez des fautes d'orthographe, vous vous dites, qui est responsable? Est-ce qu'ils l'ont lu? Est-ce qu'ils ne l'ont pas lu? Et cet exemple-là, je le sors assez souvent parce que ça pose la question de la chaîne des responsabilités aussi par rapport à des manquements légaux. Tu l'as évoqué, c'est vrai qu'avec 400 000 normes ou règlements, nul n'est censé ignorer la loi, mais nul ne connaît la loi aussi si on est très modeste par rapport à ça. Et ce débat est très utile dans la mesure où on se retrouve avec des niveaux d'exigence très élevés du point de vue légal, et c'est ce que souhaitent nos concitoyens. Mais en réalité, on n'a pas toujours les moyens d'y répondre. Et ça, je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire. C'est notre absence de maîtrise aussi par rapport à de très nombreux événements. Ce qui fait aussi que de nombreux collègues ne comprennent pas un certain nombre de poursuites, dans la mesure où on est au-delà de ce qui pourrait relever de la malhonnêteté, où on se retrouve dans des cadres de bonne foi, et parfois une incompréhension vis-à-vis du juge qui lui-même ne comprend pas qu'on puisse dire que l'on est de bonne foi alors qu'on est censé connaître la loi, ou même on a plusieurs mandats, et de dire c'est pas possible que vous ne savez pas, et pourtant c'est possible qu'on ne sait pas. Voilà, donc c'est un débat très complexe à aborder, et puis je remercie aussi l'ensemble des intervenants qui vont permettre d'enrichir les échanges. Je vous ai souhaité que ce soit très interactif, et je crois que c'est aussi une bonne façon de procéder. Et c'est parti. Juste gardez votre micro. Monsieur Masquelier, est-ce qu'au fil de vos mandats ou de votre mandat à Saint-Raphaël, vous vous êtes senti de plus en plus quand même rassuré, dans la mesure où vous avez une culture aussi juridique qui se met en place, vous avez des équipes qui décoctent les textes et qui vous disent ça c'est bon, ou bien vous avez toujours l'impression d'être sur un volcan? Au fur et à mesure du temps, on commence à choisir ses équipes aussi, puisque quand on devient maire, on ne choisit pas une grande partie non plus de ses collaborateurs. Donc il faut aussi apprendre à les connaître. Quand vous avez une mairie où les gens sont là depuis un certain nombre d'années, on a toujours fait comme ça. Alors oui, on a toujours fait comme ça. C'est pas pour ça qu'on a bien fait. Et on s'aperçoit, et je crois qu'il ne faut pas tomber sur l'illusion d'un système qui soit parfait. Les services, les administrations sont composés d'hommes et de femmes. Alors les règles se veulent parfaites, mais en réalité, vous avez toujours des interstices qui existent, où vous avez de l'humain. Vous aviez le sociologue Michel Crozier, on a eu l'occasion d'en parler, qui avait beaucoup écrit il y a 50 ans sur le sujet, mais c'est toujours d'actualité. C'est de ne jamais oublier que c'est une mécanique humaine. Avec des hommes et des femmes qui ont leurs qualités, mais qui peuvent également avoir leurs petites faiblesses. Donc il faut toujours demeurer très vigilant. On a deux fronts, j'ai envie de dire, qui vont nous attendre, avec à chaque fois deux intervenants, et je me permettrai de leur poser 2-3 questions. On esquissera les sujets et très vite, vous commenterez leurs réponses, et la salle pourra également s'approprier leurs éléments de langage, comme on dit. Un front lié à la responsabilité pénale, un front lié à la responsabilité financière. Juste avant, je vais accueillir Christian Vigourou. Si vous voulez vous approcher de moi, je vais vous laisser. La place est chaude, mais elle est debout. Alors évidemment, il paraît qu'on parle moins longtemps, je suis désolé, et vous serez sûrement tout aussi brillant. Christian Vigourou, peut-être nous dire à quel moment il est légitime de protéger au maximum l'élu sans tomber dans de l'assistanat, mais surtout une suspicion qui serait portée par les associations ou les médias. Voilà, vous avez cette carte blanche. Combien de temps est-ce que vous nous promettez de mise en abîme, sachant qu'après, vous aurez tout à fait le loisir de continuer, ainsi que les vice-présidents, de prospérer sur ce qui se dit dans cette salle? Vous m'entendez là? Oui, collez bien au menton, oui. Si vous me permettez. Je peux parler 1 heure? Oui, non, et on va faire ça alors. Oui, voilà. En revanche, vous serez disponible après, éventuellement, à la fin, pour de la conférence hors plénière. Non, restez là, parce que ça fait un point focal. À vous, Monsieur Vigourou. Je vais essayer d'être... Collez. Oui, c'est bon, là? C'est mieux? Est-ce qu'on peut relever un peu le son? Coller au menton, je me permets. Voilà, je sais que... Ça? Comme ça. Bon, d'accord. OK.
Précision, je n'aime pas les adjectifs. C'est-à-dire que je suis un témoin. Je n'ai pas besoin d'être un grand témoin. Comme je n'emploie jamais l'horrible expression de haut fonctionnaire, parce que je ne connais pas de bas fonctionnaire. Donc, je me méfie beaucoup des adjectifs quand on est dans le droit et l'administration. Et vous n'êtes pas des grands maires ou des petits maires. Vous êtes des maires tout court, de la grande ville à la petite ville. Alors, mesdames et messieurs les maires, je suis très heureux parce que je sais le rôle des maires dans cette République. Vous savez mieux que quiconque que l'on est toujours, quand on est responsable, entre deux commandements contraires. Le premier, c'est la fin justifie les moyens. Le principal, c'est que la commune tourne. Le deuxième, c'est protégeons-nous, parce que la catastrophe, ça ne sera pas seulement pour nous, mais aussi pour la commune et la collectivité. Alors, moi, j'aime bien les grands ancêtres qui nous parlent mieux que nous-mêmes. Et alors, sur le premier, la fin justifie les moyens, je me réfère à Balzac, le grand Balzac, qui écrivait ceci, je lis. Un grand politique doit être un scélérat abstrait, sans quoi la société est malmenée. Un politique honnête homme est une machine à vapeur qui, sans tirer, ou un pilote qui fait l'amour en tenant la barre, le bateau coule. Alors, vous entendrez et vous entendez, comme tous les responsables, toujours chuchoter à votre oreille, arrête ces règles, le principal c'est que l'école ouvre à temps, que le recrutement soit fait, les règles, prendre tes risques, voilà, prendre le risque. Mais de l'autre côté, il y a un autre chuchotement que l'on entend, c'est méfie-toi, tout peut chavirer et tout peut tomber d'une seconde à l'autre. Alors là, c'est un autre écrivain que j'appelle en témoin, Paul Gaden, La plage de Scheveningen, c'est un grand auteur qu'on a un peu oublié, qui décrit le ou la, monsieur ou dame, puissant qui est arrivé aux affaires. C'est ce qui va arriver dans quelques mois avec les municipales. Alors ça donne, je lis, « Supposons que l'homme ait réussi, le voilà puissant, aussi dans quelques ministères, ou on pourrait dire de collectivités locales, à sa table d'acajou bordée de cuivre devant l'inévitable vase qui trône au milieu de la cheminée, 2 ou 3 choses sur la table, ou rien du tout pour impressionner. Mais il y a eu cette petite hésitation du destin, ce tremblement d'aiguille, le destin a tourné, l'homme n'y pouvait plus rien, dès l'instant où il avait choisi, en une nuit, il est devenu un traître. Et qui a été aux responsabilités et qui n'a jamais senti ce petit vibrillon où tout va chavirer, eh ben, n'est pas un vrai responsable. Et celui qui vous parle l'a connu, ce petit où le téléphone ne répond plus, etc. Et cette fameuse table d'acajou. Exactement. Alors, celui ou celle qui est arrivé au milieu de la vie n'a pas été entendu par un juge d'instruction, n'a pas été convoqué par la juridiction financière, la CDBF ou demain, enfin aujourd'hui, la Cour des comptes, qui n'est pas entendu par une inspection générale qui a des méthodes un peu musclées, qui n'a pas été convoqué devant une commission parlementaire pour parler sous serment, ou qui n'a pas fait l'objet d'une émission de grand public de journalisme d'investigation où il est présenté comme un escroc patenté alors que la procédure n'a pas commencé, qui n'a pas fait l'objet d'une campagne de presse avec des pièces délicatement mises à sa disposition, ne connaît pas ce dont je viens de vous parler. Et celui qui vous parle coche toutes les cases qui viennent d'être mentionnées. Alors, dans ces sujets, il se trouve que j'ai eu l'occasion de les approcher. Je vais en dire 2 mots. Et puisque, en dernier lieu, c'est ça qui fait que je suis invité parmi vous, c'est un honneur, j'ai remis au Premier ministre un rapport sur la responsabilité des décideurs publics, élus et fonctionnaires. Alors, c'est un rapport qui a été marqué par le temps, puisqu'il a été imaginé par Madame Borne, puis M. Attal a signé la lettre de mission. J'ai été encouragé par M. Barnier et je l'ai remis à M. Bayrou. Tout ça pour dire qu'il y a des questions qui traversent la politique et la responsabilité des décideurs et des élus en est une. Je me bornerai à 5 observations comme une forme d'introduction. La première, c'est que l'élu et le maire participent au principe de responsabilité qui vaut pour tous les décideurs publics.
n'attendez pas de moi que je dise qu'il faut alléger, oublier la responsabilité. La responsabilité, c'est ce qui fait la grandeur de votre mandat. Et je me déplace jamais sans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur moi. Elle est dans mon sac, là, je l'ai toujours, parce que c'est ça qui guide mes décisions. Et l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit le responsable public rend compte de son administration. C'est 1789, c'est ça qui fait qu'on est un pays libre. Donc nous avons, et vous avez, la responsabilité. Et puis la charte de l'élu qu'on trouve au Code général de la fonction des collectivités territoriales, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui sont personnels directement ou indirectement. Et puis un autre principe qu'il faut avoir en tête, outre le principe de responsabilité, quand on aborde la question que vous abordez, c'est l'égalité. On ne peut pas faire une loi particulière pour les élus territoriaux qui ne vaudrait pas pour tous les citoyens. C'est un principe que le législateur connaît bien et auquel il fait attention. C'est ma première remarque. Par exemple, dans mon rapport, je propose de faire attention à la mise en examen et d'utiliser beaucoup plus le témoin assisté. Alors, il y a toujours des mauvais esprits pour dire « mais c'est la même chose ». Non, non. Quand ça vous arrive, je peux vous dire que ce n'est pas la même chose d'être mis en examen ou d'être témoin assisté. Mais si vous dites qu'on ne réservera la mise en examen que quand il y a des mesures de contrainte à la clé, vous ne pouvez pas le dire que pour les élus locaux, vous pouvez le dire pour tous les citoyens. Donc ce principe d'égalité a un sens. C'était ma première observation. La deuxième, c'est que ce n'est pas moi qui vous dirai que la lutte contre l'improbité peut connaître une trêve. La lutte pour l'improbité, d'ailleurs vous l'avez dit, Madame le maire, Monsieur le maire, c'est aussi ce qui fait la dignité de l'élu. Alors, une étude récente de l'Office contre la délinquance financière rappelle que la lutte contre l'improbité et les sanctions touchent, c'est vrai, les élus, et que sur à peu près cet office disait en 2024 qu'il avait 300 affaires en cours, il y en avait la moitié qui touchait à la prise illégale d'intérêt ou au favoritisme. Donc il y a des risques et en même temps une nécessité de sanctionner quand il y a de l'improbité. Et spécialement et avant tout la corruption. La corruption, c'est vieux comme le monde. Ça subvertit toute institution, pas seulement celle des élus des collectivités territoriales, mais aussi toute administration. Et je rappelle qu'il y a de la corruption à bas bruit et de la corruption à haut bruit. J'appelle corruption à bas bruit ce qui est discret, et ceux qui aiment bien, comme moi, les hommes de bonne volonté de Romain Rolland se souviennent de l'exemple qu'il citait pendant la guerre de 14, de l'inspecteur chargé de valider les grenades qui partaient au front pour les combattants. Et cet honnête homme, comme vous et moi, avait simplement décidé de prendre 2 centimes par grenade pour lui. Et ça ne faisait pas beaucoup, ça n'apparaissait pas beaucoup dans les énormes budgets. Et il revendiquait le fait d'être honnête en disant « je prends 1 ou 2 centimes par grenade, ça ne change pas grand-chose, mais en même temps, je mets la pression sur les fournisseurs et j'obtiens pour l'État des rabais qui couvrent largement les centimes que je prélève. » C'est ce que j'appelle la corruption à bas bruit. Toute ressemblance avec des choses que vous avez connues ou que j'ai connues serait purement fortuite. Et puis la corruption à haut bruit, ça c'est le système composé dont la quintessence, qui a été sanctionnée par le tribunal pénal comme par le juge administratif, c'est le système des lycées d'Île-de-France. Le système, il y a quelques années, où tous les marchés étaient taxés unanimement inter-partis politiques. Puis il y avait une clé de répartition par nature et par couleur politique. Ça, c'était de la corruption organisée qui mettait à bas tout le système de la commande publique. Donc, tout ce qui est corruption, détournement de fonds, utilisation irrégulière des moyens de la fonction, ça, c'est ce qui est absolument intolérable et que les électeurs seront rappelés à celui ou celle qui oublie ce point. Puisque je vois Mme Gégouzeau de l'Agence française anticorruption, il y a tout un système qui s'est mis en place depuis des années pour lutter contre la corruption
Et l'élu, le responsable, doit avoir l'œil, doit détecter, doit sentir le sujet. Il m'est arrivé, moi, d'être dans des administrations sensibles. Quand vous occupez, par exemple, je n'ai rien contre les casinotiers, mais quand vous occupez de courses et jeux, ben, il ne vaut mieux pas laisser le responsable du service plus de 3 ans, parce qu'à la fin, on se demande si c'est le service ou les casinotiers qui commandent. Donc, il faut faire attention et détecter le risque. Troisième observation, une chose qui préoccupe les maires, c'est la responsabilité pour faits involontaires, pour la négligence, l'oubli. Et il se trouve que la vie étant ce qu'elle est, j'ai participé directement à l'élaboration et le vote de la loi de 2000 qu'on appelle la loi Fauchon et que j'appelle la loi Fauchon-Dosière-Guigou. Parce que c'était une loi interpartie que nous avons préparée par un groupe de travail confié, je suis à l'AMF, c'est pour ça que j'en parle, un groupe de travail sur la responsabilité involontaire, pour faits involontaires des élus. On avait fait un groupe de travail avec des gens de la Cour de cassation, des experts du Conseil d'État, le président de l'Association des maires de France, qui était M. Delvoye à l'époque, un président de région, qui était M. Sapin, qui connaît un peu les questions de déontologie et de probité. Et c'est ce groupe de travail interparti et interfonction, où les élus étaient représentés directement, qui a inventé la loi Fauchon-Dosière-Guigou. Loi qui a permis de faire la différence entre une condamnation automatique, dès lors qu'il y avait un retard, qu'il y avait eu des conséquences, et puis la nouvelle version qui dit qu'on ne peut être condamné pour fait involontaire quand on est élu que si on a violé manifestement une obligation particulière de sécurité ou de prudence, ou si on a fait une faute caractérisée. Je me souviens encore de l'invention du mot faute caractérisée sur un coin de bureau de l'Assemblée nationale avec M. Fauchon, qui était un grand élu, M. Dosière, et le gouvernement que je servais à l'époque. Alors vous allez me dire, ça ne sert à rien. Eh bien, je vous dis, lisez le dernier roman du grand écrivain creusois Pierre Michon, qui s'appelle « J'écris l'Iliade », et qui raconte quelque chose qu'on dirait que c'est pensé pour vous. Il raconte un fait divers. Une fête foraine, comme vous en avez dans toutes vos communes, s'installe. Il y a un manège qui est monté. Une famille met la petite fille dans un petit cochon, et dans un petit cochon wagon, quoi. Et la petite fille rit, puis à un moment, elle pleure, elle dit « Le petit cochon m'a piqué ». Alors les parents disent « Mais non, un cochon, ça pique pas ». Et puis ils la reprennent. 5 heures après, la petite fille est morte. Parce que le monteur du manège avait déposé les petits wagons du manège dans l'herbe avant de remonter leur manège, et une vipère s'était glissée dans le wagon et a tué la petite fille. Avant la loi Fauchon, c'est moi là qui interprète le romancier, avant la loi Fauchon, on disait le maire aurait dû faire la police, il a la police des fêtes foraines, il aurait dû vérifier la sécurité, l'emplacement, l'origine des petits wagons, etc. Il y aurait eu cette discussion. Je ne parle pas du tout en l'air. Après la loi Fauchon, le maire qui n'avait pas vérifié d'où venaient les wagons, il n'avait pas à le faire, il n'y a pas de faute caractérisée et il n'y a pas de violation délibérée. Voilà. Je ne détaille pas plus, mais je suis assez fier d'avoir contribué à cette loi. Et dans mon rapport sur la sécurité des décideurs, nous avons vu, y compris votre président de l'Association des maires de France et beaucoup d'élus et beaucoup de responsables, personne ne nous a demandé de revoir cet équilibre. Par contre, si vous avez vraiment violé des règles qui vous avaient été répétées à plusieurs fois en vous disant attention, prenez des précautions que vous n'avez pas prises, ça peut entrer dans l'ultime définition de la faute caractérisée. J'espère que je suis clair, mais c'est très important et d'une certaine façon, ça montre qu'une loi bien préparée, où on prend le temps, où on discute avec tous les représentants des différents partis, on arrive à quelque chose qui tient 25 ans et qui fait qu'on arrive à un degré de responsabilité bien calculé. Quatrième remarque, ça va, j'ai presque terminé. Ça fait 1 heure. Alors, je vais en prendre une seconde. Quatrième remarque,
mon rapport ne touche pas à la corruption, je l'ai dit, et au détournement de fonds, mais s'intéresse à deux infractions, mange-tout, deux infractions voraces qui prennent des faits qui, selon nous, ne devraient pas nécessairement être pénalisés. Donc, nous avons fait quelques propositions sur la prise illégale d'intérêt. Par exemple, la définition de la prise illégale d'intérêt aujourd'hui dit tout fait qui fait une confusion entre le maire et des intérêts privés qui sont proches de lui et qui sont de nature à compromettre le bon fonctionnement. Nous proposons de dire qu'ils compromettent. C'est beaucoup plus serré de dire des faits qui compromettent plutôt que des faits de nature à compromettre. Je ne détaille pas plus, mais chacun le comprendra. Nous avons proposé aussi, et ça rejoignant des propositions qui avaient eu lieu de la part de vos mouvements d'élus, d'une partie du Sénat, de dire le conflit, la prise illégale d'intérêt ne peut pas jouer quand il s'agit d'intérêts publics contre des intérêts publics. Autrement dit, un président de conseil départemental qui donne une subvention à un maire, peut-être qu'elle ne va pas être régulière, cette subvention, mais ça passe d'argent public à argent public. Ce n'est pas la même chose que de systématiquement donner les marchés de nettoyage au fils de sa maîtresse. Ça, c'est de la prise illégale d'intérêt classique. Il faut toujours se méfier en probité des enfants et des proches. Je pourrais vous tenir 2 heures sur la famille. Il n'y a pas qu'en France. J'ai souvenir d'un reportage en Allemagne qui montrait comment des grands élus s'orientaient à nourrir toute leur famille au sens romain du terme, c'est-à-dire qui allaient jusqu'à l'arrière-petit-neveu. Donc voilà, nous avons fait des propositions qui sont en train d'être reprises par la loi à l'Assemblée nationale en juillet et au Sénat après les vacances récemment, qui permettrait non pas de détruire la prise illégale d'intérêt comme certains le voudraient, mais de l'encadrer plus exactement sur ce qui doit être véritablement reprochable. Et d'autre part, nous disons que quand il y a urgence, nous disons plus clairement que dans la réalité actuelle, quand il y a urgence, il faut faire passer la nécessité publique avant la lettre de la règle. Quand vous avez une inondation dans votre commune, et si les seuls véhicules capables d'évacuer la population sont propriété de l'entreprise de votre fille, eh bien, normalement, ça pourrait être une prise illégale d'intérêt, mais là, l'intérêt majeur public prime. Et nous proposons de le mettre dans la loi pour pas qu'on ait des élus ou des responsables administratifs qui dansent d'un pied sur l'autre, alors que l'urgence, c'est d'évacuer des gens, y compris avec des camions irréguliers, si je puis dire. Mais ça ne fait rien s'ils sont irréguliers, l'important que ce soit des camions. Quant au favoritisme, nous proposons aussi de le resserrer en mettant en avant la nécessité publique. Celui qui vous parle dans des responsabilités qu'il a eues, et après je termine, avait une construction à faire. Nous passons un marché, l'immeuble monte, c'était un immeuble de 5 étages, je le dis dans le rapport. Tout va bien. Sauf qu'entre le moment où le marché a été passé pour 5 étages et le moment où il est livré, les effectifs du service en question avaient augmenté de 50% pour des raisons autres. Alors le responsable du service vient nous voir en disant « C'est très bien de nous livrer un bâtiment nouveau de 5 étages, mais on a besoin maintenant d'un immeuble de 8 étages ou de 7 étages. » Alors, vous le savez bien, c'est le cas typique du favoritisme. Normalement, quand l'augmentation est plus de 15%, vous devez, quoi faire? Passer un nouveau marché. Et eh bien, moi j'avais décidé, en accord avec la ministre que je servais à l'époque, de passer outre et de donner aux titulaires du marché le droit de continuer, pour pas qu'il ait à défaire les échafaudages, à en remonter d'autres. Et ça, c'est irrégulier. C'est contraire au droit de la commande publique. Mais j'avais jugé qu'entre le droit de la commande publique et la nécessité de terminer ce bâtiment très vite et la réduction des coûts, parce que je n'aurais pas à payer un démontage d'échafaudage et un remontage d'échafaudage, c'était le mieux. C'est une décision dont je suis fier, mais où j'ai presque, heureusement ça s'est arrêté avant, mais où j'ai presque été accroché par la responsabilité financière de ce qui était à l'époque la Cour de discipline budgétaire.
Donc, ne jamais oublier l'intérêt public fondamental. Et je termine, c'est ma 5e remarque. Dans ce sujet, la modulation, l'encadrement de la répression est nécessaire, mais plus encore, et ce n'est pas un mot qu'on répète à chaque fois qu'on aborde ces sujets, c'est la prévention. La cartographie des risques dans les grandes communes, mais même dans les petites, on peut le faire très simplement, est absolument nécessaire. Quand je présidais l'Institut Pasteur, le grand institut mondial de recherche médicale, nous avons fait une cartographie des risques. D'où pouvaient venir les risques de corruption des chercheurs, de mise en danger de la population en transportant des virus, etc. Et ça a été absolument fondamental. Même dans une commune de moins de 1000 habitants, on peut, sur une feuille 21-27 simple, dire, ben voilà, les risques, c'est tel accident, l'incendie dans telle partie de la commune, pour être prêt à vérifier et à agir en toute probité. Donc, tout ce qui est tenir les archives, quand vous prenez une décision, comme je vous ai raconté, un peu en limite de la légalité, mais au nom de l'intérêt général, laissez des traces. Ne pensez pas que tout est en oral. Parce que si vous êtes accroché par un contrôle, vous direz, ben voilà, j'avais bien vu la question, je l'ai présentée à mon conseil municipal, je n'ai pas fait ça en douce. Donc les archives protègent. Et je sais de quoi je parle. Beaucoup disent, je préfère faire disparaître les archives, comme ça mon successeur, surtout s'il y a changement de municipalité, ne trouvera rien. Ben, moi, je vous dis, gardez quelques papiers et quelques traces. Méfiez-vous des coups de fil. On vous a dit, c'est bon. Et puis le coup de fil, il disparaît. Voilà. Faites comme certains grands commerçants, quand vous avez les moyens, ayez un avocat à portée de main. Je n'ai pas de publicité à faire, mais moi-même, je me suis imposé, dans certaines responsabilités, d'avoir un avocat en qui j'avais une totale confiance et où je pouvais lui dire « tu crois que je peux faire ça ?» Voilà. Je vous ai simplement dit quelques pistes de recherche. Autrement dit, vive la responsabilité, c'est ça qui fait votre grandeur, comme celle de tous les responsables. Mais cette responsabilité, elle doit, au pénal, se concentrer sur ce qui est absolument intolérable, c'est-à-dire non toléré par les citoyens que vous êtes là pour servir et qui vous ont désigné. Voilà. Merci Christian Vigouroux. Je vous propose de vous mettre au premier rang. Je vais même prendre le pari de vous laisser un micro et de vous permettre à tout moment d'intervenir. Parfois, je vous le reprendrai, mais n'hésitez pas à nous servir de témoins assistés, hein, si vous me permettez, jusqu'à encore 9h30, donc jusqu'à 11h. Hein, c'est cela, on s'arrête tous à 11h. Moi, je sens cette salle très, très bouillonnante, Madame la coprésidente, et pourtant, on va continuer de faire la place à nos intervenants. On va faire un point d'actualité, donc désolé, mais on va aller très vite. Et ça va être 3 questions par individu, et ces individus, ils vont s'évertuer à jouer le jeu. Maître Bluteau, debout, Philippe. Vous avez, Maître Bluteau, la responsabilité avec Madame Jéguzeau de nous parler d'un point d'actualité qui est une proposition de loi qui a été votée par le Sénat l'année dernière. Donc là, on parle de responsabilité pénale, c'est cela. Proposition de loi dite, comment elle s'appelle, oui, Maude Gatel, qui a été députée. Et comment? Françoise? D'accord, ok, pardonnez-moi. Je dois confondre. Oui, d'accord, alors elle m'excusera. Et donc cette PPL Gatel, qui est votée par les parlementaires tous, d'accord, donc elle va se mettre en place à partir de quand? Qu'est-ce qu'elle change? Oui, ça va venir, ça va se mettre en place. Où on en est? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, notre sujet du jour bénéficie d'une chaude actualité, puisque comme l'a dit M. Leprat et comme l'a suggéré tout à l'heure M. Vigouroux, la proposition de loi qu'on dit Gatel, mais dont le nom exact est ambitieux, hein, proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local, modifie la prise illégale d'intérêt. Sur ce sujet-là, c'est la meilleure nouvelle depuis 20 ans. Pourquoi? Parce qu'on est en passe d'avoir un texte qui, enfin, réduit très clairement le périmètre du risque pour les maires, les adjoints, les conseillers municipaux que vous êtes. Je dis en passe parce que
on est au bout du tunnel. Le 8 décembre, donc dans un peu plus de 15 jours, l'Assemblée nationale est appelée à voter un texte qui a été adopté par sa commission des lois dans les mêmes termes que le Sénat. Donc elle va le faire. Donc tout laisse à penser que s'il n'y a pas de dissolution, les députés pourront voter ce texte dans les mêmes termes que le Sénat, de sorte qu'on aurait juste avant les élections municipales un texte qui, sur ce sujet-là, mais sur aussi plein d'autres, peuvent contribuer à convaincre nos concitoyens de vous rejoindre sur des listes parce que sur tel ou tel aspect, le risque aura été réduit ou bien les droits auront été consolidés. Qu'est-ce qui se passe sur la prise illégale d'intérêt? Eh bien, il faut dire deux mots de ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, la prise illégale d'intérêt est terrible, comme l'a rappelé M. Vigouroux, parce qu'en fait, c'est juste le fait d'être flashé par le radar avec deux casquettes sur la tête. Une casquette verte de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, et en même temps, au moment où vous signez le permis, au moment où vous votez en conseil municipal, une autre casquette sur la tête, une casquette rouge, d'intérêt soit privé, celui de votre femme, celui de votre fils, celui de votre mari, le vôtre, mais aussi une casquette rouge d'intérêt public, parce que vous êtes conseiller municipal et conseiller départemental, parce que vous êtes conseiller municipal et trésorier d'une association envoyée là-bas par vos collègues du conseil municipal. Bon. Eh bien, le cas des associations, j'en parle dans 2 minutes. Mais la grande modification très claire qui est portée par cette loi, c'est que la casquette rouge ne pourra plus être publique. L'intérêt public n'est pas pris en compte, ne doit plus être pris en compte au titre de la prise illégale d'intérêt. Ça signifie que cumuler 2 intérêts publics, ça ne vous vaudra plus des poursuites et des condamnations pour prise illégale d'intérêt. Ça signifie, enfin ça concerne l'exercice de 2 mandats locaux, bien sûr, mais aussi les fonctions que vous exercez dans des établissements publics, comme des régies d'eau, d'assainissement, que vous exercez au sein des offices publics de l'habitat, au sein des groupements d'intérêt public. Tout ça sont des personnes publiques dont on considère que ça ne peut pas polluer votre décision prise au titre de la commune, puisque c'est un autre intérêt public. Donc il ne faut plus vous embêter avec ça. Très bien. Et la deuxième avancée majeure qu'on est sur le point d'obtenir, ça concerne précisément le cas très délicat des élus municipaux qui sont désignés par le conseil municipal pour aller siéger au nom de la commune dans des organismes extérieurs. En 2022, la loi 3DS avait un peu commencé à traiter la question, mais dans des termes qui laissaient tout le monde un peu inconfortable. Parce que pour ne pas être inquiété quand vous allez siéger dans un organisme et que vous revenez en parler à vos collègues, il fallait que vous ayez été désigné en application de la loi. Et tout le monde s'accorde à dire qu'on ne savait pas très bien ce que ça signifiait. Désormais, avec la proposition de loi créant un statut de l'élu local, la chose serait simple. Quand vous êtes désigné par votre conseil municipal pour siéger ailleurs, aussi bien dans une personne publique que dans une association, loi 1901, alors vous n'êtes pas considéré comme ayant une casquette rouge problématique lorsque vous revenez en conseil municipal pour faire votre rapport à votre collègue, pour voter la subvention à cette association-là. Il n'y aura plus ces 3 catégories qui nous embêtent depuis 3 ans, la verte, la orange, la rouge. Non. Dès lors que vous êtes envoyé par la commune, on considère que dans cette association-là, vous continuez de représenter la commune. Et quand vous revenez en conseil municipal, vous êtes toujours représentant de la commune. Vous n'avez pas pris fait et cause pour l'association dans laquelle on vous a envoyé. Ce n'est pas vrai. Et donc, la loi dira cela. Lorsque vous êtes envoyé par vos collègues pour siéger, vous ne revenez pas avec un intérêt qui pourrait vous être reproché. Alors attention, il y a une limite et une condition. J'ai terminé. La limite, c'est que vous ne devrez jamais participer à une décision qui attribue un contrat de la commande publique. Si cet organisme dans lequel vous siégez là-bas est candidat à un marché public ou à une délégation de service public, à une concession attribuée par votre commune, vous devez toujours vous abstenir en CAO et en conseil. Parce que, vous comprenez l'esprit, la procédure de commande publique, elle impose une impartialité la plus stricte. Bon. Donc il y a cette limite-là.
Et il y a une condition pour pouvoir bénéficier de cette protection de la loi. C'est que vous ne gagniez rien dans cet organisme extérieur dans lequel vos collègues vous ont envoyé. Parce qu'évidemment, si vous y percevez, comme dit le texte actuel, une rémunération ou des avantages particuliers, alors oui, quand vous revenez en conseil municipal, on peut considérer que vous avez une casquette rouge. Là, vous n'êtes plus tout à fait porteur du seul intérêt de la ville. Vous n'êtes plus seulement ambassadeur de la ville, vous êtes aussi ambassadeur de vous-même, puisque vous, là-bas, au syndicat mixte, là-bas, dans l'association, vous bénéficiez d'avantages, donc une voiture ou de rémunération. Et ça, ce point-là, je crois qu'il est bienvenu. C'est un point d'équilibre. Les associations d'élus peuvent se féliciter, pour le coup, tout ensemble, d'avoir réussi à convaincre le législateur d'arriver à ce point d'atterrissage-là de compromis. C'était loin d'être gagné, parce qu'il y a des cerveaux dans ce pays qui continuent de penser que le texte actuel était très très bien, et que plus on exerce la pression sur les élus, mieux c'est, y compris avec les dérives qu'on a pu connaître. Mais en fait, vos associations d'élus, toutes ensemble, ont réussi à convaincre le législateur d'arriver à ce point d'équilibre. N'embêtez plus les élus qui représentent leur collectivité ailleurs quand ils reviennent, ces élus, parler à leurs collègues. En revanche, il faut que ce mandat soit absolument gratuit et sans aucun avantage, sans quoi, oui, c'est vrai, le souci de probité, le souci d'éviter le soupçon justifie que vous continuiez à vous déporter. Dernier point, plus technique, mais je donnais cette clé, mais cette petite astuce importante à garder en tête. Si cette loi est votée, ça ne signifie pas que toute la prise illégale d'intérêt disparaît. Elle continuera d'être reprochée à un maire qui vote une subvention à l'association présidée par sa femme. Elle continuera d'être reprochée à un maire qui, ou allez, un autre exemple, à un conseiller communautaire qui autorise la conclusion d'un accord cadre par la communauté de communes avec une entreprise gérée par son fils. Bien. Dans tous ces cas-là, il y a un outil qui a désormais plus de 10 ans et dont je constate comme praticien au quotidien, comme avocat des collectivités locales, qu'il est encore méconnu. Et c'est dommage. C'est l'arrêté de déport. Renseignez-vous, je vous prie, et je m'arrête là pour ne pas être trop long, sur cette technique d'arrêté de déport. Elle est fondamentale parce qu'elle permet à un maire qui est confronté à la situation où, par exemple, l'association majeure de la commune est présidée par sa femme. Bon, alors comment je fais? Elle doit démissionner? Je dois démissionner? Non, personne démissionne. En revanche, le maire prend un arrêté de déport sur le fondement de la loi de 2013 et du décret du 31 janvier 2014, c'est-à-dire un arrêté qu'il signe lui-même, dans lequel il écrit, ce maire, « Je ne contribuerai pas à aucune étape de la procédure d'attribution de la subvention à cette association tous ensemble, parce qu'elle est présidée par ma femme. » Et donc, non seulement le maire ne participera pas à la délibération, mais il perd tout pouvoir sur l'ordre de virement, sur le mandat de paiement. Comme Ulysse, qui va accepter volontairement de s'attacher les mains au poteau pour ne pas céder au chant des sirènes. Ben là, c'est pareil. Le maire, avec cet arrêté de déport, il se lie les mains, il dit « Regardez, je ne peux plus rien faire, donc ne venez pas me reprocher d'avoir exercé une surveillance sur la subvention à l'association de ma femme, puisque j'avais les mains liées. » Cet arrêté de déport-là, il n'est pas très compliqué à rédiger, et il est très précieux parce qu'il va permettre que la subvention soit versée, que l'épouse reste présidente et que le maire reste maire. Puis ça évite un divorce quand même. En plus. Oui. Et attention, ce n'est pas du tout la même chose que de se contenter de laisser son adjoint aux finances piloter l'opération. Parce que si vous laissez votre adjoint aux finances piloter l'opération, vous êtes toujours par la loi considéré comme ayant eu l'administration ou la surveillance de l'opération. Donc ça ne résout pas le problème. Ce qui résout le problème, la clé, c'est cet arrêté de déport. Continuez, comme vous y êtes invité, à observer le fonctionnement de votre ville, à constater les cas problématiques parce qu'il en restera, et à avoir ce réflexe pour vous protéger et permettre le fonctionnement au quotidien de la ville. Didier Legac, vous êtes parlementaire. Voterez-vous des 2 pieds et des 2 mains ce texte en décembre? Et deuxièmement, ce qui en a été dit, une bonne nouvelle, comment l'appréhendez-vous? Oui, bien évidemment, puisque j'en étais le rapporteur, monsieur. Donc, d'ailleurs, J'ai mal révisé, pardon. Oui,
et Madame Gattel s'appelle Françoise Gattel. Et oui, j'ai Voilà. tout confondu en fait. Il y a une grande famille. En tous les cas, je suis ravi d'entendre. D'abord, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je suis député, je suis Didier Legac, député du Finistère et effectivement co-rapporteur de cette loi que nous devons voter au mois de décembre prochainement. Nous avons eu la date hier. La date sera votée. Le texte est inscrit pour la séance du 8 décembre. Et donc effectivement, je suis ravi d'entendre un avocat faire l'éloge de notre loi et a fortiori avant même qu'elle soit votée. Donc effectivement, merci pour vos propos élogieux sur cette proposition de loi qui est effectivement très attendue. Alors la proposition de loi n'évoque pas simplement la question des conflits d'intérêts, hein, puisqu'elle comporte une trentaine d'articles avec des mesures très concrètes. On ne va pas revenir dessus. Il y avait un forum avant-hier sur cette question. Des mesures très concrètes pour viser à faciliter, simplifier, encourager la position d'élu local. Donc elle concerne à la fois les indemnités, le remboursement des frais de garde, la bonification de retraite pour la première fois est introduite dans la loi. Les maires et adjoints aux maires pourront bénéficier d'un trimestre de retraite par mandat. Enfin, il y a beaucoup de propositions. Les congés électifs, le congé maladie aussi qui est enfin réglé. Souvenez-vous de cette question de Madame la maire de Poitiers qui ne pouvait pas cumuler indemnité journalière et indemnité de mandat, bref, aussi sur la VAE, sur la protection fonctionnelle. Nous avons essayé d'être très concrets dans cette proposition de loi. Donc une proposition de loi qui est d'origine sénatoriale, effectivement. Françoise Gattel, lorsqu'elle n'était pas encore ministre, elle était sénatrice, avait impulsé cette proposition de loi qui avait été votée au Sénat en 2024, puis ensuite il y a eu la dissolution. Elle est arrivée chez nous à l'Assemblée cette année. Nous l'avons votée en première lecture à l'Assemblée, puis en deuxième lecture en commission des lois, comme l'a rappelé Maître Buteau, de manière conforme avec le Sénat. Donc il n'y aura pas de commission mixte paritaire et nous pourrons la voter rapidement. Je vous dis, elle est inscrite à l'ordre du jour du 8 et 9 décembre. Donc effectivement, nous sommes très heureux d'avoir pu travailler. Comme vous l'avez dit, effectivement, nous avons travaillé avec les associations d'élus, l'AMF bien évidemment, mais aussi France Urbaine. Je vois certains de ses représentants qui sont dans la salle, puisqu'il faut bien le dire, la première mouture telle qu'elle était sortie du Sénat, elle n'était pas complètement satisfaite. Les associations d'élus nous disaient qu'elle ne changerait pas grand-chose. Donc nous avons retravaillé la proposition de loi. Nous nous sommes inspirés notamment des travaux de M. Vigourou, de son rapport que nous avons auditionné. Nous avons travaillé avec les associations d'élus, avec des avocats aussi. Nous sommes arrivés effectivement à cet article 18 que nous avons complètement réécrit, le 18 et le 18 bis, sur la notion de conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt public qui est une notion, il faut bien le comprendre, qui n'existe qu'en France. C'est une notion qui n'existe nulle part ailleurs en Europe, la notion de conflit d'intérêt public. Bien évidemment, je le dis tout de suite parce que, et vous l'avez rappelé, Maître, les associations type Anticor, type Transparency nous sont tombées sur le dos en nous disant que c'était une brèche, etc. Non, bien évidemment, nous ne voulons pas modifier la question du conflit d'intérêt public-privé, comme vous l'avez rappelé, qui est quelque chose d'absolument complètement répréhensible et qui doit être sanctionné, c'est-à-dire la situation d'un élu qui profite de sa situation d'élu, de sa position d'élu pour s'enrichir ou pour d'une manière ou d'une autre s'octroyer des avantages. Ça, encore une fois, c'est complètement répréhensible. Mais ici, on parle bien d'un conflit d'intérêt public, c'est-à-dire, donc là, désormais dans la loi, on fera la différence entre un élu qui agit pour ses intérêts personnels et un élu qui est dûment mandaté par son conseil municipal pour siéger dans une autre collectivité. Eh bien, cette question-là, elle est réglée. La question de déport est réglée aussi dans l'article 18 bis, puisque dans la loi, désormais, il sera clairement inscrit qu'il ne suffit pas simplement de participer au conseil municipal pour prendre part à la délibération. Donc il n'y aura plus besoin de sortir, d'avoir ces manèges incessants des conseillers municipaux qui se lèvent, qui quittent la table. Donc ça aussi c'est réglé, sauf bien évidemment, encore une fois, pour le conflit d'intérêt privé-public. Donc voilà, en tous les cas, la loi sera votée C'est le principal irritant, il faut bien le comprendre. Chez moi, j'ai avec moi Dominique Cap, qui est le président de mon association d'AMF.
Chez nous, en Bretagne, c'est vraiment le risque pénal, c'est le principal souci, la principale inquiétude des élus. Les élus, chez moi, me disent, moi, je veux bien me représenter, mais je n'ai pas été élu pour avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, pour risquer une condamnation, alors que j'agis au nom de ma collectivité. Et donc, c'est vraiment un gros irritant qui sera voté le 8 et 9 décembre. Je pense que l'Assemblée, on n'aura peut-être pas l'unanimité, mais en tous les cas, on aura une forte majorité pour voter cette loi. Merci, je vous retrouve un petit peu plus tard. Madame Gégouzeau, qu'apporte ce texte de votre point de vue institutionnel? Et puis peut-être dans la foulée, un peu de pédagogie douce pour les futurs élus ou ceux qui seraient engagés dans le mandat. Bonjour, peut-être que je vais me présenter pour commencer parce que je ne suis pas sûre que tout le monde parmi vous, vous êtes très nombreux, ce qui fait plaisir, ça montre que ce sujet mobilise. Et donc je suis la directrice de l'Agence française anticorruption. Alors l'Agence française anticorruption, c'est une agence qui a une dizaine d'années, qui a été créée par la loi Sapin 2 et qui a pour mission d'aider, et j'insiste beaucoup sur ce mot, aider, les acteurs privés et les acteurs publics, et en particulier les collectivités territoriales, à prévenir et détecter les atteintes à la probité. Donc nous sommes sur une mission de prévention et d'appui. Et j'insiste beaucoup parce que nous sommes surtout là pour vous éviter des ennuis. Alors, cette mission, nous l'exerçons en contrôlant un certain nombre d'acteurs. On a peu contrôlé les petites communes, on a contrôlé les métropoles. Quand on contrôle un acteur, ça ne veut pas dire qu'il y a de la corruption. Ça veut dire qu'on va vérifier si tout a été fait pour que ça n'ait pas lieu. Et en fait, c'est là-dessus que nous travaillons à l'Agence française anticorruption, faire en sorte que ça n'ait pas lieu. Et dans cette optique, nous avons rédigé toute une série d'outils, en particulier un guide qui était là, mais qui n'est plus là parce vous l'êtes arraché. Mais ceux qui ne l'ont pas peuvent le trouver en ligne sur le site de l'Agence française anticorruption. C'est un guide à l'intention des élus du bloc communal qui vise à les aider à prévenir les atteintes à la probité dans leur collectivité. Je vous incite à véritablement le regarder. C'est quelque chose d'extrêmement pratique. Il vous recommande notamment ce que disait Christian Vigourou, de commencer par faire une cartographie des risques. Alors c'est un grand mot qui peut un peu impressionner, mais finalement, dans une commune, c'est regarder où sont vos risques. Alors vos risques, ils peuvent être évidemment dans les marchés publics, donc là il faut faire un peu attention. Ils peuvent être dans la fonction urbanisme, et là il faut aussi faire un petit peu attention. Ils peuvent être dans les ressources humaines, savoir qui vous recrutez. Est-ce que vous ne recrutez pas des gens qui sont trop proches, qui peut aussi être une zone de risque. Et puis dans la fonction subvention, l'exemple qui était donné tout à l'heure de la subvention à l'association que préside la fille ou la femme d'un élu, ça peut être problématique s'il n'y a pas eu cet arrêté de déport. Donc ce guide vous permet rapidement de scanner un certain nombre des fonctions que vous avez dans votre commune et de vous aider à prévenir. Et puis nous avons fait un autre outil qui là aussi est sur notre site qui s'appelle Probicité. C'est un petit outil électronique. En fait, c'est un questionnaire. Vous pouvez le faire en une dizaine de minutes. Et alors, on va vous poser des questions. Vous allez répondre oui, non. Et en fonction de ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait, on va vous proposer toute une série de conseils que vous pourrez ensuite sur lesquels vous pourrez vous appuyer. Alors, je reviens à la loi. Oui, justement, votre question. Sur l'impact et après... Je reviens sur la loi. Cette loi, c'est une très bonne chose. Très clairement, du côté de l'Agence française anticorruption, ça fait longtemps que nous disons que ce sujet du conflit d'intérêts public-public est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il exaspère les élus qui doivent rentrer, sortir.
ça complique un peu la vie de tout le monde. Et ça risque surtout, parce que ça énerve tout le monde, de faire passer à côté des vrais sujets. Et des vrais sujets, c'est les conflits d'intérêts publics-privés. Et effectivement, vous avez tout à fait raison de souligner le sujet. La loi, elle ne va pas autoriser tout. Si, comme président d'un établissement, d'une SEM par exemple, vous votez votre salaire, et ben là, on est dans le public-privé. Et donc, en même temps, vous ne pouvez pas voter la subvention à la SEM si en même temps, vous votez aussi votre salaire pour la SEM. Ça ne marche pas. Donc, la loi a le mérite de clarifier le sujet. On verra comment elle sera appliquée et interprétée. Mais en tout cas, du côté de l'AFA, nous considérons que c'est une bonne chose. Et nous considérons que c'est encore une meilleure chose, et je vais féliciter, si je peux me permettre, le Parlement, parce qu'elle met en place aussi toute une série de dispositions de formation. Et c'est effectivement très important qu'en tant qu'élu, vous puissiez vous former sur ces sujets, parce que se former, c'est se protéger. Et clairement, il nous semble qu'il est important d'éveiller la conscience sur ce sujet. À l'AFA, nous travaillons très étroitement avec l'AMF. Nous avons fait ce guide avec l'AMF. Nous travaillons aussi avec le CNFPT pour former les agents publics territoriaux. Et très récemment, ça va sortir très vite, nous avons fabriqué avec le CNFPT un MOOC qui va maintenant être ouvert aux élus et que Mairie 2000 a repris. Donc les élus auront en ligne un MOOC qui leur permettra aussi de se sensibiliser à ce sujet, à ces différentes infractions et afin clairement de se protéger. Donc dans le cadre, ça va être en ligne maintenant pour les élus aujourd'hui, mais bien entendu, dans la perspective des prochaines élections, nous allons renforcer tout ce travail d'appui et de formation auprès des élus en lien avec l'AMF. J'en profite pour signaler que les fédérations, les associations départementales de l'AMF peuvent nous contacter pour organiser des formations et pour développer et pour vous aider. Super. Peut-être juste un tout petit point. Ou pas, ouais. Deux autres petits points. Alors vraiment, je vous donne 60 secondes. Ça tiendra, le pitch? Ça va tenir. Super. Le premier, c'est que le gouvernement vient d'adopter un plan national anticorruption qui a toute une section sur les élus dans lequel le gouvernement a deux axes. D'une part, clarifier les responsabilités et d'autre part, aider les élus. Et c'est clairement ce que nous faisons. Et mon autre point, c'est que nous allons accorder une attention toute particulière aux élus d'outre-mer. Il y en a peut-être quelques-uns dans la salle. Pour les aider en particulier, parce que quand nous regardons les statistiques, l'outre-mer est une des zones où il y a le plus d'affaires, parce que c'est quelquefois plus compliqué quand on est dans une zone insulaire. Et donc, nous sommes véritablement là aussi pour aider les élus d'outre-mer, tous les élus de France, mais avec encore un petit peu plus pour l'outre-mer, parce que nous savons que c'est quelquefois un peu plus compliqué. Voilà. Bougez pas, vous êtes bien en place. J'ai fait monter les autres intervenants, entre guillemets. Maître Mess, vous nous rejoignez. Merci. Vous conclurez peut-être les échanges ou vous continuerez vous commencerez à répondre à la salle. Voilà, grosse demande, je le sens de vous, de Madame la coprésidente et de son collègue, d'Annick Pilves également du côté de l'AMF. Qui n'en veut? C'est le moment de faire savoir. Oui, j'étais sûr. Vous restez debout. On va vous prendre en rafale, comme je le dis souvent. Vous restez bien en place parce que c'est très accueillant pour nos intervenants. Et puis, on va jusqu'à 11h05 tous ensemble. Bon, je vais essayer d'être bref. Je suis maire d'une commune de 3700 habitants. Nous avons construit un EHPAD, un restaurant scolaire et une maison de l'enfance pour 12 500 000 €. Et quand j'ai voulu ouvrir le restaurant scolaire, le sous-préfet m'a dit non, monsieur le maire, ce n'est pas possible
parce que la cuisine est commune avec l'EHPAD et avec le restaurant scolaire. Or, entre-temps, nous étions passés en CIAS, et donc l'EHPAD est géré par le CIAS. Il y avait des conflits d'intérêts. Il devait y avoir normalement un marché public d'attribuer, sauf que je n'avais pas de cuisine dans mon restaurant scolaire, elle était dans l'EHPAD, et le sous-préfet me disait ben, c'est pas possible, vous devez faire un appel d'offres. Je ne vois pas comment j'aurais pu faire un appel d'offres alors que je n'avais pas de cuisine pour servir mon restaurant. Alors là, c'était la panique à la préfecture de la Vendée. Et puis on m'a dit on va téléphoner au ministre, on va avoir une réponse d'ici 8 jours, vous inquiétez pas. Nous étions en juin, nous allions ouvrir bien évidemment en septembre. Et puis en juin, rien ne se passe. Début juillet, je réinterroge. Ben, on me dit, monsieur le maire, non mais vous allez pouvoir ouvrir le restaurant, il n'y a pas de problème. J'ai dit, de toute façon, si je ne réussis pas à l'ouvrir, on retournera dans l'ancien restaurant scolaire. J'avertirai la presse pour leur dire pourquoi on a fait 2,5 millions de travaux pour le restaurant et qu'il est inutilisé. Il me dit non, mais vous allez pouvoir l'ouvrir. Je lui dis, monsieur le sous-préfet, vous me l'écrivez? Il me dit, non, monsieur le maire, je peux vous assurer, vous pouvez l'écrire, mais vous pouvez l'ouvrir, mais je ne pourrai pas vous l'écrire. Voilà, dans quelle situation kafkaïenne on a été sur un conflit public-public. Qui d'autre? On va vous entendre avant tout. J'arrive. Oui, Merci bonjour, moi je suis maire, vice-président au conseil départemental, à l'EPCI et dans un syndicat de producteurs d'eau. Bravo. Et je m'inquiète un petit peu de la condition sur les indemnités, parce que j'ai des indemnités dans ces 4 instances. Et sur la dernière semaine, j'ai dû me déporter à la fois à la mairie et au département pour la production d'un réseau de chaleur, lequel le département achète la chaleur. À la mairie et au département pour une demande de subvention d'un côté et l'attribution de l'autre. Et à la communauté de communes, entre un échange d'eau entre 2 Comcom qui s'appuie sur donc la fixation, le prix fixé par le syndicat d'eau. Donc voilà, je pense que si on met comme condition les indemnités pour que, voilà, dans ces conflits d'intérêts, ça ne va pas régler grand-chose. Comme tout le monde. Lève-toi, Philippe Bluteau. Je voulais vous demander juste, merci beaucoup de ce témoignage, est-ce que vous êtes inquiet ou ça vous pèse ce sujet? Non, ça ne me pèse pas parce que j'ai ouvert le restaurant scolaire et puis ça marche très bien. Hein. D'accord, ok. De toute façon, les préfets ont déjà changé 3 fois depuis, alors ça fonctionne. Hein. Bonjour, monsieur le maire. Oui, bonjour, Dominique Cap. Alors, je vais faire un témoignage que je vais faire assez court parce que je suis un maire condamné. Voilà, donc je suis un repris de justice, on va dire. J'ai été condamné pour organiser une course de vélo pour les enfants. Donc, j'ai organisé, à la demande de la Fédération française de cyclisme, le championnat de France de cyclisme des jeunes. Et j'ai demandé à la Fédé comment est-ce qu'on fait. Et ils m'ont dit, vous créez une association spéciale pour faire ce championnat. Donc, j'ai fait ce qu'on m'a dit. J'ai créé cette association avec des membres du vélo et 4 élus. Moi, mon adjoint aux finances pour gérer les finances, l'adjoint au sport pour gérer le sport, et un collègue maire au tourisme pour gérer l'hébergement. Et 4 membres du vélo. Et on a fait ce championnat de France. On a voté des subventions. J'étais maire et je suis intervenu en disant, moi et mes 3 élus, on ne prendra pas part au vote pour ne pas être accusé de prise égale d'intérêt. C'est mis au PV du conseil. Mais je ne suis pas sorti de la salle. Anticor m'a attaqué. Anticor, dans mon département, est composé de gens qui s'opposent directement à des individus, aux élus, en l'occurrence moi, mais quelques autres aussi. Et j'ai été condamné à 9 000 € d'amende. Voilà, ma femme est en dépression. Ma maman a eu des problèmes de santé. Mon adjoint a eu des problèmes cardiaques derrière. Voilà, pour avoir fait une course de vélo. Donc j'ai dû, et on a été traités vraiment comme des voyous. Quand je suis passé au tribunal, on m'a forcé à reconnaître que je reconnaissais que je reconnaissais être en prise égale d'intérêt pour avoir fait cette course de vélo. J'ai dit à la juge à l'époque, on ne fera plus de course de vélo. Je ne sais pas si vos enfants font de la gymnastique ou autre, on ne le fera plus parce qu'on prend trop de risques. Et j'étais en même temps dans la même salle qu'un jeune de ma commune qui avait battu sa femme sous cocaïne et on était jugés de la même manière. C'est-à-dire que moi, cette personne, je l'ai en face de moi en tant que maire, mais il pouvait presque me rironner parce que je crois que j'ai été condamné plus fort que lui qui battait sa femme sous cocaïne.
Donc j'ai été condamné à 9 000 euros d'amende, les autres élus ont été condamnés aussi, que j'ai payé de ma poche. Hein. Ce n'est pas les assurances, c'est moi qui ai payé de ma poche avec mes 1 900 euros d'indemnité de maire. Voilà. Merci de cette eau que vous apportez au moulin, monsieur. Oui, bonjour. C'est juste pour contribuer un peu au débat. Hein. C'est vrai que M. Vigourou et Maître Beto en a un peu parlé. On a beaucoup parlé de la prise illégale d'intérêt et du délit de favoritisme, mais on n'a pas parlé d'un délit qu'on trouve maintenant très souvent sur le détournement de fonds publics. Régulièrement maintenant, lors de contrôle de la Chambre régionale des comptes, il y a systématiquement, dès lors qu'il y a pour eux une suspicion de détournement public, je ne sais pas si vous vous rappelez du jugement du président du conseil départemental du Val-de-Marne, qui avait trop de services rattachés à son cabinet. On a estimé que ces emplois-là étaient des emplois dévoyés au profit du politique. Et il a été condamné pour détournement de fonds publics. D'accord ? Donc régulièrement, lors du contrôle de la Chambre régionale des comptes, ce délit est mis en avant. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est sur la loi Fauchon, la loi 18 juillet 2000, qui fait suite à une loi du 13 mai 1996, qui précisait simplement qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, mais qu'il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Et la loi Fauchon est venue redéfinir, a donné une nouvelle définition en prenant en compte, en modifiant l'élément matériel en fait de l'infraction. Je parle sous couvert de maître Buteau, en rajoutant, en précisant que cette infraction pouvait être une faute commise qui est très souvent dans l'intention criminelle ou délictuelle, mais qu'elle peut être simplement une négligence, une maladresse, un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Et M. Vigourou disait que par rapport à l'égalité que ce texte-là et l'article qui en est suivi au Code pénal, l'article 121-3 du Code pénal, concernait tous les citoyens. Mais lorsqu'on regarde à la lecture de l'article, je pense que l'élu est ciblé. Parce qu'il est précisé justement qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, que l'imprudence est là, mais à partir des fonctions, des missions et des moyens dont il disposait. Donc forcément, l'élu est ciblé. Voilà. Merci à vous. Alors, je fais un petit point d'étape sous contrôle de mes deux coprésidents. On va jusqu'à 11h05. On redonne la parole à partir de ce qui a été dit ou de ce qui est sous-entendu par vos propos à nos deux avocats, avec un petit primat à Maître Metz, là, qui a été bien discret. On va faire Metz, Buteau, Monsieur le député, Madame Gégouzot. Voilà, des petites pastilles. Vous essayez de ne pas être d'accord, vous essayez plutôt d'apporter des éléments nouveaux. Peut-être Madame la coprésidente. Maître Vigourou, Monsieur Vigourou, non, zéro, d'accord. Un peu de poésie, oui, bien sûr. Moi, j'ai envie de références littéraires. Et puis, on terminera avec vous, Monsieur Masquelier. Merci pour les micros, ils sont récupérés. Maître Metz. Oui, merci. Moi, j'aimerais faire un point sur une nouvelle réforme qui est cumulative avec les éventuelles poursuites pénales dont vous avez discuté. C'est une nouvelle réforme de la responsabilité financière du gestionnaire public. C'est un point qui n'a pas encore été évoqué aujourd'hui. Et un point qui est peut-être méconnu de la part des élus, puisque je forme régulièrement des élus sur ce point, et c'est peut-être important de faire un rappel là-dessus. C'est quelque chose qui est cumulatif d'éventuelles poursuites pénales. Donc si vous m'autorisez 2-3 minutes juste pour présenter comment ça se passe dans une commune, la procédure de dépenser. Il y a deux phases. Il y a la phase du donneur d'ordre, celui qui donne l'ordre de sortir de l'argent des caisses, et il y a la phase du décaissement, c'est celui qui a la main sur les comptes et qui sort l'argent d'un compte pour l'affecter sur un autre compte. La première phase, c'est celle qu'on appelle des ordonnateurs. Les ordonnateurs, c'est vous, ce sont les élus, le maire, son adjoint aux finances, mais l'ordonnateur, ça peut aussi être un agent, le DGS, le chef du service financier. Et vous avez l'autre phase qui est la phase comptable. Et le comptable, vous le savez, c'est votre interlocuteur, c'est un fonctionnaire d'État, vous n'avez aucune autorité sur lui. Ce n'est pas un agent de la fonction publique territoriale. Et ce comptable, historiquement, s'il faisait une erreur lorsqu'il décaissait une somme, s'il ne vérifiait pas si votre ordre était régulier, il engageait sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Donc je donne un exemple, un maire d'une commune qui est très content de son ou sa secrétaire, il trouve qu'elle s'investit corps et âme pour la commune, elle ne prend jamais de congé, elle bosse 60 heures par semaine. À la fin de l'année, le donneur d'ordre, l'ordonnateur, le maire, dit à son comptable de verser 10 000 € à sa secrétaire.
Si le comptable décaisse cette somme alors qu'il n'a pas le droit de le faire, historiquement, le comptable est condamné sur ses deniers propres à rembourser 10 000 € à la commune. L'ordonnateur, en revanche, lui, n'est pas quelqu'un d'irresponsable, déjà avant 2023. Si vous donnez un ordre irrégulier, le préfet ou un intéressé peut saisir le tribunal administratif. Vous pouvez, c'est ce qu'on vient de discuter, être attaqué devant le juge pénal pour une faute pénale que vous aurez commis, un délit de favoritisme ou que sais-je. Et il y avait jusqu'à 2023 une juridiction qu'à peu près personne ne connaissait, qui s'appelait la Cour de discipline budgétaire et financière, qui était une juridiction qui connaissait les fautes de gestion commises par les ordonnateurs. Donc un maire, un fonctionnaire qui commettait une faute dans la gestion de sa commune, pouvait être condamné devant la Cour de discipline budgétaire, financière. Donc c'est une juridiction qui a été créée en 1948, et de 1948 à 2023, elle a rendu 240 décisions. Donc elle avait une moyenne de 2 ou 3 arrêts par an, donc personne ne la connaissait puisqu'elle ne fonctionnait pas. Donc moi, mon sujet, c'est la création en 2023 d'un nouveau régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des gestionnaires publics. C'est-à-dire qu'on a supprimé le régime propre aux comptables et on a aligné un régime pour tous les décideurs publics. Et donc là, il y a une difficulté parce que le comptable, je vous l'ai dit, il avait un régime très sévère qui pesait sur lui. C'est-à-dire dès qu'il faisait une erreur, il était condamné sur ses deniers propres. Mais la contrepartie de ce régime, c'est que le comptable était un fonctionnaire d'État qui était bien payé. Précisément, sa rémunération prenait en compte le fait qu'il avait cette suggestion, ce risque de voir sa responsabilité personnelle et pécuniaire engagée. Et donc en 2023, on a aligné ce régime sur celui de l'élu et sur celui du fonctionnaire. Et alors depuis la première difficulté, tout le monde se demande, c'est qu'on n'a pas amélioré la rémunération de l'élu ou du fonctionnaire. C'est-à-dire que c'est un peu la double peine. Vous avez une nouvelle responsabilité qui pèse sur vous, mais vous n'avez aucune contrepartie financière à ça. Et donc le nouveau régime, c'est la Cour des comptes, donc le juge qui avant était le juge des comptes, qui désormais est le juge des décideurs publics, et qui peut donc engager la responsabilité personnelle et pécuniaire non plus seulement du comptable, mais aussi du maire, de l'élu, lorsqu'on considère qu'il a commis une faute de gestion. Et donc ça, c'est un régime qui pour l'instant n'est pas spécialement connu, et un régime qui est donc entré en vigueur depuis le 1er janvier 2023, où un maire, un DGS, un adjoint au maire, un président de Comcom d'Aglo peut être poursuivi sur ses deniers propres dès lors qu'il aura commis pour la Cour des comptes une faute, il aura octroyé un avantage injustifié à une personne. Donc pour l'instant, il y a eu une quarantaine de décisions en 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous donner les purs, c'est-à-dire la prévention à nos élus comment ne pas se retrouver parmi ces 40 des prochaines années? Alors, si vous voulez, la Cour des comptes assume elle-même qu'elle en a un petit peu pris certains élus pour l'exemple parce qu'il fallait qu'elle fasse jurisprudence. Donc elle vous dit, bon, désolé, on sait que ça vous fait une belle jambe, mais c'est pas perso contre vous, mais il faut bien qu'on fasse parler de nous. Donc, si vous voulez, il y a des fautes comme ça, magistrat. Ah oui. Donc il y a des fautes de 3 ordres, si vous voulez. La première, qui existait déjà avant, c'est une commune qui refuse d'exécuter une décision de justice. Et donc un maire peut engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire si, au nom de sa commune, il n'exécute pas une décision de justice. La deuxième, c'est un maire qui réquisitionne son comptable public. Je vous l'ai dit avant, le comptable public, il est indépendant du maire, c'est un fonctionnaire d'État. Donc si vous donnez un ordre à votre comptable qui refuse de l'exécuter, vous pouvez le réquisitionner, mais dès lors que vous le réquisitionnez, il y a un transfert de la responsabilité du comptable sur vous. Ça, c'est des choses qui existaient déjà avant. Mais là, aujourd'hui, il y a un nouveau régime qui, celui-là, n'existait pas avant. C'est lorsque la Cour des comptes considère qu'un élu a accordé un avantage injustifié, c'est exactement la même chose que le délit pénal, à une personne, eh bien, le maire ou l'agent ou l'adjoint au maire peut être personnellement poursuivi devant la Cour des comptes pour avoir accordé un avantage injustifié. Et donc, le montant de l'amende, c'est jusqu'à 6 mois d'indemnité de mandat. Et donc, l'élu reçoit un courrier chez lui. Moi, je suis déjà allé une dizaine de fois devant la Cour des comptes depuis 2023. L'élu reçoit chez lui en mairie un courrier en AR de la Cour des comptes. Monsieur le maire, vous avez été dénoncé, nous avons été saisis par exemple, la DGFiP, qui considère que vous avez commis des irrégularités. Il y a 40 questions. Voilà, vous trouverez 6 juin un questionnaire, vous avez 3 semaines pour nous répondre. Et votre recours, c'est quoi? On répond tout de suite ou au contraire on prend moi, son je dis temps au maire, attention, vous êtes en train de vous auto-incriminer puisqu'on vous demande de vous charger, en fait. Et donc, les questions ne sont pas neutres. Moi, par exemple, le premier dossier, c'est un maire qui avait délivré une prime de 13e mois à ses agents. Donc, c'est une commune au sein de laquelle la prime de 13e mois existait depuis 1978. Mon maire n'était pas maire depuis 1978. C'était son 2e mandat. Et donc, le maire avait délivré, comme chaque année, la prime de 13e mois à ses agents, en demeurant en exécution du budget, puisque cette prime, il ne l'a pas inventée, hein, il exécute son budget. Et donc, il a reçu 43 questions de la Cour des comptes, et des questions qui peuvent être orientées. Donc, une question, c'est par exemple, est-ce qu'il y a eu des conflits sociaux au sein de votre commune? Est-ce que vous avez, parmi les agents de la commune, les fonctionnaires de la commune, des agents qui habitent la commune et donc qui sont électeurs de la commune?
Et donc, est-ce que vous allez donner une prime à des gens qui votent pour vous? Vous avez ce type de question. Et donc, le maire, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il réponde, puisqu'il y a écrit noir sur blanc, vous devez me répondre, et vous avez un certain délai pour me répondre. Et donc, le maire se rapproche du sous-préfet en disant, c'est quoi ce bordel? Je reçois 43 pages de questions, et le sous-préfet, la réponse est, oula, attention, on dit que vous avez poursuivi un intérêt personnel, vous n'avez pas le droit à la protection fonctionnelle. Vous n'avez pas le droit à un avocat. Si vous en prenez un, c'est sur vos deniers propres que vous le payez. Et donc, dans d'autres dossiers, la Cour des comptes n'envoie pas 43 questions, mais convoque le maire, ou ça c'est un dossier où c'est un président d'agglomération, convoque le président d'agglo à la Cour des comptes, rue Cambon, c'est très joli, et lui dit, voilà, on aimerait vous entendre pour vous expliquer sur les faits qu'on vous reproche. Mais attention, vous n'avez pas le droit à la protection fonctionnelle. Donc le maire, c'est sur ses deniers propres, qui va payer son aller-retour en train jusqu'à Paris, l'hôtel, le cas échéant, si c'est le matin, et payer son billet pour son avocat pour qu'il aille le défendre. Et donc expliquer pourquoi est-ce qu'il donnait une prime de 13e mois à ses agents. Alors, je précise que Maître Metz prépare aux auditions, c'est quelque chose de très précieux. Vous préparez à travers des simulations. L'idée, c'est de dire, voilà. Attention, en l'occurrence, mes clients, ils considèrent qu'ils n'avaient rien fait de mal, et à mon sens, ils avaient totalement raison, puisqu'ils ont appliqué d'une part une délibération de leur conseil, et ils ont reproduit quelque chose qui existait déjà avant. Mais il n'empêche que dans ces dossiers-là d'une prime de 13e mois, la Cour des comptes avait condamné le maire et le président d'agglomération, le premier à 3 000 € d'amende, le second à 1 000 €. Maître Metz, tenez-vous prêt à avoir sûrement hors plénière, en dehors de ces murs? L'idée, c'est que les élus soient informés. Absolument. Et je pense que les conclusions sont les mêmes que pour le risque pénal. C'est faire un diagnostic, essayer d'identifier les points de fragilité, dialoguer avec ses élus, avec ses agents, avec l'AMF aussi, essayer de se former au maximum sur les risques possibles. Mais moi, mon but, c'est pas de faire du catastrophisme, hein. Voilà, je sais qu'il y a des compagnies d'assurance, des syndicats de fonctionnaires aussi qui veulent être payés en contrepartie de ça, des gens qui veulent assurer les collectivités. Mais je pense que le risque à engager la responsabilité personnelle, aussi bien des élus que des agents, c'est une inhibition des gens qui ne veulent plus agir. Et ça, c'est juste le point que j'avais dit que je voulais évoquer avec vous. C'est que moi, en pratique, dans des communes, même qui n'ont pas été concernées par des condamnations, je vois des DGS, je vois des chefs de service qui procèdent à des stratégies d'évitement, c'est-à-dire qu'ils essaient de se couvrir. C'est-à-dire que dans leur dialogue avec l'administration fiscale, l'administration du travail, écrivent, voilà, à la demande du maire, je vous envoie ça, sur demande express du maire, il y a ça, je vous envoie un projet de délibération rédigé par l'adjoint au maire pour bien essayer de se couvrir et de dire qu'on a exécuté un ordre. Et donc là, vous avez en plus une stratégie d'agents, je ne dis pas qu'ils n'attendaient que ça, mais d'agents qui essaient de se défausser ou en tout cas de se couvrir puisqu'ils considèrent qu'ils n'ont pas le salaire de la peur. Voilà. Maître Metz, merci. Maître Bluteau, prospérons sur une question. Laquelle? Oui, volontiers. Je voulais répondre à l'élu qui fustigeait un peu le manque de soutien des services de l'État dans le cadre de l'exercice du mandat. Et je vais, au risque d'être un peu moins consensuel que lors de ma première intervention, je voudrais quand même soulever, parce que les élus ont toujours un petit peu de frilosité à le faire, le problème de la formation des magistrats judiciaires en droit public. Mais en quoi ça concerne les maires là? En quoi ça concerne les maires? C'est que c'est devant eux que les maires vont se trouver. Il est donc d'intérêt général et d'intérêt des élus de s'assurer, de faire en sorte, de lancer les pistes de réflexion tendant à ce que les magistrats pénaux soient rattrapés par le droit public en même temps que les élus publics sont rattrapés par le droit pénal. Vous voulez dire que l'Association des maires de France, par exemple, je vous donner deux exemples qui ne peuvent pas satisfaire le citoyen, et l'élu en particulier. Vous vous souvenez qu'on pense crise de vocation, hein. Il ne s'agit pas non plus de décourager Boulogne-Billancourt. Là. Non, vous allez voir. C'est juste identifier un problème pour ne pas le laisser s'enquister. Un tribunal judiciaire a condamné, juste avant que la cour d'appel d'Agen rétablisse le droit et le relaxe, mais le problème, c'est que le tribunal judiciaire l'a condamné en première instance, a condamné en première instance un président de communauté de communes, avec 85 collègues dans l'Assemblée, au motif qu'il avait laissé l'un des conseillers communautaires voter pour l'attribution du marché à une entreprise de son fils. Quand il m'a appelé pour me dire ça, je n'y ai pas cru. Je lui ai dit, mais ce n'est pas possible, vous n'avez pas été condamné au pénal par un tribunal judiciaire au motif que vous avez présidé la séance sans empêcher un collègue de commettre une prise égale d'intérêt. Il m'a dit si. Il m'a envoyé le jugement, ce jugement existe. On en a fait appel évidemment, et la cour d'appel d'Agen a, elle, 2 ans après, ouvert le Code général des collectivités territoriales, constaté que le président de l'EPCI ne disposait pas des moyens de faire sortir son collègue, quand bien même il avait conscience que ce collègue ne devait pas participer au vote, et donc a fini par relaxer le président de communauté de communes. Tant mieux, sinon vous voyez bien comment l'anxiété aurait pour le coup se serait étendue. Mais ce n'est pas possible qu'un tribunal judiciaire condamne sans
observer finement comment fonctionne une collectivité locale. Et pourtant, il le fait. Alors, et donc, il y a un problème de formation. Et deuxième exemple, sur un autre sujet, délit de favoritisme dont on a parlé, la procureure d'un tribunal judiciaire qui me dit à l'audience, mais si ce contrat, la procédure, c'était un appel d'offres, puisque vous êtes passé en commission d'appel d'offres. Mais non, en commission d'appel d'offres, on passe aussi des dialogues compétitifs. Vous savez, cette procédure plus souple, où on peut discuter avec les candidats. Donc le fait que le maire ait discuté avec le candidat n'était pas une violation du droit de la commande publique, parce que ce n'était pas un appel d'offres, c'était un dialogue compétitif. Non seulement elle l'a écrit, et au bout de 10 ans d'enquête, elle me dit ça à l'audience. Je referme la parenthèse donc, parce que j'ai l'indépendance nécessaire pour le dire, y compris au corps de la magistrature. La formation des élus judiciaires, pénaux, en droit public, est impérative pour accompagner le souci croissant des élus en termes de droit pénal. Merci, Maître Bluteau. Monsieur le député, quelle question vous a plus ému, sensibilisé, informé ou touché ou quoi Je ne sais pas si la loi que nous allons voter dans quelques jours va régler toutes les questions particulières et les situations particulières qui ont été évoquées, mais en tous les cas, ça montre bien, les témoignages des uns et des autres, que le risque pénal, il existe. Je le dis parce que quand nous avons préparé notre proposition de loi, nous avons auditionné des associations comme Anticorps ou Transparency qui nous ont dit « mais c'est pas vrai, il n'y a pas de problème de conflit d'intérêt public-public en France ». Et ils nous ont dit d'ailleurs il n'y a eu que 2500 élus condamnés lors du mandat précédent. Mais c'est 2500 de trop. Parce qu'ils nous ont dit 2500 rapportés à 500 000 élus, ça fait 0,5% du nombre d'élus. Sauf qu'on l'a bien vu dans les témoignages des uns et des autres, les conséquences sont dramatiques. Pour eux d'abord, parce qu'ils font la une de la presse, ils sont condamnés, pour leur famille et pour leur entourage. Donc encore une fois, cette question-là n'est pas neutre et puis surtout elle continue à augmenter puisqu'au mandat précédent il n'était que 500, ce mandat-ci ils sont 2500, donc si on ne fait rien on peut penser que la prochaine fois ils seront 10 000, donc il était vraiment important de mettre un coup d'arrêt au conflit d'intérêt public-public. Et juste une chose que je précise par rapport à Dominique Cap qui disait tout à l'heure qu'il avait pourtant consigné dans le procès-verbal du conseil municipal qu'il ne prenait pas part au vote, mais ça lui a été reproché quand même. Donc ça, dans la loi, ça va être réglé aussi, parce que l'article 18 bis, nous avons introduit une phrase qui dit bien qu'un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. Donc désormais, le simple fait d'être présent, de ne pas être sorti, ne sera plus une faute, donc c'est aussi une avancée, on ne sera plus obligé de sortir de la salle. Merci pour cette dentelle. Je rappelle que vous avez été élu local et pendant 20 ans, voilà, et là je ne me suis pas trompé, vous ne l'êtes plus. Monsieur et Madame Jégouzot et Monsieur Vigouroux, si vous voulez commencer à mettre sous votre carrure cette belle assistance, approchez-vous d'eux, ça fait des photos magnifiques, j'y tenais. Madame Jégouzot. Alors, d'abord, peut-être quelques éléments sur les chiffres, parce que là, je viens d'entendre des chiffres qui m'ont vraiment fait sursauter. Donc, je ne peux pas laisser passer ça. Je suis désolée. J'entends bien, c'est juste qu'il y a d'autres interlocuteurs. Je ne vais pas être très longue, mais quand même, on ne peut pas dire n'importe quoi. Alors, ce n'est pas vous qui dites, mais c'est les chiffres que vous avez cités. Je vais juste les donner. À la fin, nous récupérons toutes les décisions judiciaires depuis 2021 de première instance. Donc, nous avons toutes les décisions des juridictions pénales de 2021, 2022, 2023, 2024. Sur 2021 et 2022, en matière d'atteinte à la probité, il y a eu 489 affaires, 2021-2022. Le nombre d'élus poursuivis pour atteinte à la probité est de 144. Donc, on est très loin de vos chiffres. Moi, j'ai les chiffres objectifs. Moi, je vous parle des années 2021-2022. Voilà, bon, peut-être que si on cumule. En tout cas, 144 pour 2021 et 2022, ça veut dire que si on le rapporte aux 580 000 élus, c'est une infime proportion. Donc, il faut quand même remettre les choses à plat. Le risque existe, mais ça concerne très peu d'élus. Mais comme ça concerne très peu d'élus, c'est en même temps très médiatisé. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, ce sont des dégâts considérables sur l'image. Donc, mais on n'est pas non plus devant un phénomène massif, heureusement. Et moi, je dis toujours que, évidemment, l'immense majorité des élus fait bien son travail et est honnête avec
des zones de risque que les uns et les autres avaient rappelées. Sur ces zones de risque, plusieurs remarques. Une première remarque, c'est que effectivement, la zone de risque la plus importante, et les chiffres le montrent, c'est la prise illégale d'intérêt. Tout élu en début de mandat et en milieu de mandat doit prendre le temps de se poser et de dire, bon, où sont mes intérêts privés, d'écrire ça sur une feuille, de se faire une déclaration d'intérêt et de prendre toutes les précautions en se déportant à chaque fois qu'il y a doute. Il y a aussi, c'est très important, on n'en a pas parlé, mais c'est des déontologues. Toutes les communes n'ont pas de déontologue. Je vous engage vivement à mettre en place des déontologues. Le déontologue, il est extérieur et quand on a un doute, c'est toujours bien de lui demander. Donc, il y a différentes solutions pour mettre en place des déontologues. Pour les agents, c'est désormais obligatoire. Pour les élus, dans certains cas, ça existe, dans d'autres non. Mettez en place des déontologues, des gens qui vont pouvoir répondre à vos questions le jour où vous ne savez pas très bien. Voilà, c'était les quelques super. éléments que Beaucoup. je voulais vous donner qui sont très concrets pour vous protéger. Madame la coprésidente, monsieur le coprésident et monsieur Vigouroux pour l'envoi, comme on dit en religion. Oui, juste quelques mots très rapidement. Moi, je voudrais remercier les différents intervenants et saluer en particulier le témoignage des collègues qui sont exprimés, et notamment celui qui nous a quittés à l'instant. Je crois que ces témoignages ont démontré à la fois l'énorme rigidité du cadre légal actuel et qui confine jusqu'à l'absurdité, et de prendre vraiment la mesure de la dangerosité finalement de la mise en œuvre de l'application stricte à la lettre de la loi, sans prendre la mesure du contexte et de l'intention derrière les actes qui ont été ceux des élus. Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est l'arrêté de déport. Ça a été dit, évidemment, il est très important qu'en début de mandat, cet acte protecteur pour d'abord l'élu soit mis en œuvre et adopté par le maire et rendu public d'ailleurs. C'est pas une procédure qui est connue encore par toutes les collectivités, par tous les élus, et là aussi c'est le rôle de l'Association des maires de France de populariser, de faire de la pédagogie sur ces dispositifs. Il n'empêche que ça ne règle pas la question de l'intérêt, du conflit d'intérêt public-public. Et là encore, on a eu tout à l'heure un témoignage assez éloquent de conflit entre maire, vice-président d'agglo, vice-président de conseil départemental et administrateur de SPL, par exemple. Et c'est là où finalement vient la PPL Gatel, tant attendue. Enfin, bonne nouvelle que vous nous annoncez, donc le passage à l'Assemblée nationale le 8 et le 9 décembre. Elle ne réglera pas tout, mais je crois qu'elle va dissiper déjà un certain nombre de risques et d'appréhension de la part des collègues, de nous tous, et j'espère aussi qu'elle installe encore davantage dans l'espace public cette question de l'engagement des élus, de la difficulté de cette responsabilité que nous assumons, et in fine, l'objectif pour nous, c'est bien de vitaliser la démocratie dans nos territoires. Et nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que demain aussi, dans toutes nos communes de France, il y ait des élus qui se présentent aux élections, parce que ce n'est pas gagné. Aujourd'hui, on sait qu'il y a dans certaines communes des maires qui ne sont pas partants, et une grande difficulté à trouver des successeurs. Et c'est ça l'enjeu qu'il y a derrière, c'est d'encourager l'engagement citoyen dans nos communes. Merci. Voilà, qui est dissuadé malgré cette relativisation des chiffres qui a été apportée. Monsieur Masquelier, monsieur Vigouroux. Le président a parlé de Balzac et de Flaubert. Je crois qu'on a aussi vu Kafka. Il ne faudrait pas qu'on voit Orwell non plus demain, dans la mesure où tout ceci pose quand même la question du rapport à la liberté. C'est le thème d'ailleurs de notre congrès. Pas la liberté de faire n'importe quoi, dans la mesure où on constate que, au-delà de la question de la liberté, notamment la prise d'illégal d'intérêt, repose sur la question du soupçon, où on peut être condamné pas pour ce que l'on a fait,
mais sur ce que l'on pourrait éventuellement faire. C'est ce qui est évidemment de nature différente. Tout ceci peut amener, et vous l'avez évoqué, c'est que par rapport au risque, on soit amené à ne plus rien faire, ou on soit amené avec des solutions juridiques très intéressantes qui ont été proposées. Mais pour en quelque sorte riposter, parce qu'on est dans une situation parfois un peu vaudevillesque dans les conseils municipaux où on rentre, on sort, il n'y a pas d'incertitude sur la décision qui est prise. C'est purement formel et même un peu hypocrite d'ailleurs dans un certain nombre de situations, à se prémunir par des codes, par des chartes, par des contrôles internes, qui sont également de nouvelles normes. Mais la nouvelle norme peut engendrer de nouveaux risques aussi, puisqu'on se retrouvera donc avec la possibilité qu'on puisse vous reprocher de ne pas avoir respecté la norme plus précise que vous-même vous avez mis en place. Donc on peut se retrouver dans un cycle qui ne soit pas vertueux, mais dans un cycle diabolique. Et comme nous avons donc ce congrès qui est sous le thème de la liberté, il est bien, au-delà parfois des dispositions techniques que nous avons abordées avec beaucoup d'intérêt, et je remercie l'ensemble des intervenants, mais ce qui se cache derrière, c'est-à-dire le rapport à la liberté. Pardon pour le groupe qui nous suit. Cher Monsieur Vigouroux, c'est à vous de nous envoyer ailleurs. Un mot sur la prise illégale d'intérêt, le conflit public-public. La vérité m'oblige à dire que si la loi qu'a très bien présentée Monsieur le député Legac est votée, ce n'est pas pour autant que quand vous traitez entre deux intérêts publics, vous pouvez tout faire. Il reste, c'est un juge administratif qui vous le dit, il reste la légalité administrative. Si c'est plus condamné par le pénal, j'ai vu un cas, un président de conseil départemental confie la gestion des routes à un conseiller, et le conseiller, qui est en même temps maire, va donner la moitié des subventions départementales sur sa seule mairie. Eh bien, ça sera annulé par le juge administratif. Mais le conflit public-public, ça sera plus pénal. Parce qu'il faut bien penser à ça. C'est pas recommandé non plus. C'est pour ça que je le dis. Il ne faut pas croire que parce qu'on ne pénalise plus, tout est possible. Deuxièmement, l'exemple du vélo qu'a très bien cité Monsieur le maire, je l'avais en tête quand j'ai fait mon rapport. Et le rapport proposait que le conflit public-public soit défini dans le conflit public par le service du public. C'est-à-dire une association privée pour une course cycliste, c'est un organisme privé, mais peut compter comme organisme public pour la non-condamnation du conflit public-public. Je ne sais pas si je suis clair, mais je crois que l'évolution législative pourrait contribuer à traiter ces choses. Je termine en disant que je voulais remercier le plus grand réseau de bénévoles en France, qui sont les conseillers municipaux. Madame Resgui, Monsieur Masquelier, vous avez été super. On vous applaudit et ils vous applaudissent. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de salon et voilà, à bientôt.